Avertissement. Cet écrit est inspiré de faits historiques réels, il respecte l'ordre des événements et rappelle les grands noms de l'époque. Non, ce livre, même s'il prend la forme d'un roman, n'est pas une fiction. Il aurait mieux valu. Il relate le parcours tout aussi téméraire que tragique d'un jeune soldat, engagé volontaire dès le mois d'août 1914, dans une catégorie bien spécifique du personnel de l'aéronautique militaire, celle de l'aérostation de campagne. Tout débute l'année suivante, au cours de l'été 1915, lorsque ce caporal qu'il est devenu entreprend un stage d'élève observateur au sein de l'école de Saint-Paul dans l'Artois. Et le si difficile concours pour être breveté aéronaute en ballon captif, il va le réussir au prix d'une profonde détermination. Car il fallait être pourvu d'une sacrée constitution physique, être robuste et endurant pour tenir, plus de 10 heures consécutives, dans un panier tanguant en perpétuel mouvement, suspendu à l'une des fameuses « saucisses » de la Première Guerre mondiale, parfois largué à des hauteurs de plus de 1000 mètres d'altitude. Car il fallait être doté de solides aptitudes en aéronautique, bien sûr, mais aussi en cartographie et topographie pour localiser avec précision, malgré la perspective, des objectifs et donner ainsi vue à l'artillerie, aux batteries semi-enterrées ou camouflées prêtes à canonner sur le front. Et que dire de leur travail de reconnaissance? De leur surveillance à chaque instant des positions et mouvements ennemis? Si ce n'est qu'elles ont permis de contrecarrer nombre d'assauts jusqu'à des offensives de très grande ampleur. Alors comme jamais auparavant, les forces armées n'auront eu autant besoin d'eux. Il faut des observateurs un peu partout, sur le front de l'Argonne, celui de la région fortifiée de Verdun avant tout, dès le début de l'année 1916. Réciproquement, rien de surprenant à ce que ces ballonniers deviennent des cibles à abattre. On les survole, on leur fonce dessus. Les pilotes des escadrilles allemandes les visent à la mitrailleuse. On les bombarde, on les canarde. Ils sont aussi dans l'œil de mire des bouches de feu ennemis. Il suffit de faire exploser ces vessies gonflées à l'hydrogène, de les voir descendre en flammes comme le ferait un orage. Au mieux, il s'agit de viser leurs câbles d'attache pour qu'ils se retrouvent en vol libre et atterrissent directement en terres occupées, de l'autre côté du no man's land, comme le ferait une irrésistible bourrasque de vent. Dès lors, comment ne pas évoquer ce vendredi 5 mai 1916 ? Ce jour d'hier qui a fait date dans l'histoire de l'aérostation militaire comme celui de la catastrophe. L'événement a débuté vers 17h dans le territoire de Belfort, puis s'est propagé de l'Alsace à la Lorraine. 1h30 plus tard, il atteignait la Marne. Une quarantaine de compagnies, soit la quasi-totalité de la flotte en activité sur cette portion du front, vont y être mises à mal, prises au cœur de l'effroyable « tourmente », terme souvent utilisé dans la marine pour évoquer une tempête soudaine et violente, que les aérostiers qualifieront aussi de bourrasque, de tornade, d'ouragan ou encore de cyclone. Et pour cause, absorbés par leur mission, les observateurs en ascension tournent le dos à cette menace venue du ciel, à ce flux de sud très perturbé qui annonce le passage d'un vigoureux front froid vers le nord du pays. Rares seront ceux à s'en rendre compte et à commander leur descente à temps. Pour la plupart, il est déjà trop tard. Ils sont pris dans les fulgurantes déferlantes. La vitesse des vents, on peut en voir une idée lorsque l'on sait que la plupart des aéronefs étaient des ballons Caco, dernier modèle capable de tenir des vents de 90 km à l'heure. Sans aucun doute, les rafales ont amplement dépassé ce seuil. D'une part, pour que des nacelles fassent des bonds si désordonnés que certaines d'entre elles se sont retournées, projetant leurs passagers dans le vide à des centaines de mètres du sol. D'autre part, pour que la tension exercée sur les aéronefs fasse caler tous les treuils. Seule une quinzaine de ballons seront ramenés à terre, comme on disait au tiraude, à la force des bras des servants tirant sur les cordages. Pour les autres, des pas de doigts ont cédé, des câbles de retenue en acier, de 5 mm de diamètre, se sont brisés, 24 ballons captifs se sont échappés, ils se sont directement envolés vers les lignes allemandes. Et tous les ballonniers, au profil varié, diplômés des beaux-arts, de l'école centrale, des mines, enfants de l'aéronautique, fils de président, vont remplir leur devoir au salut de leur vie s'il le faut. Tous, sans aucune exception, vont jeter les papiers par-dessus bord pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des Boches, avant même de penser à leur propre sort. Et ce ne fut donc qu'après cet automatisme, cette consigne si souvent répétée au cours de leur formation, que la plupart ont dû se poser la question. Valait-il mieux sauter en parachute? Dans une telle fureur? Dans un tel déchaînement des éléments? Ou bien s'y résigner et accepter une probable captivité? Le plus jeune d'entre eux, ce caporal, à présent sergent et observateur aguerri, y était. Lui aussi a fait preuve d'un courage hors norme pour servir sa patrie et défendre la terre de France. Lui aussi était en ascension et s'est retrouvé face à ce dilemme.